Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. La semaine précédente, nous avons suivi l'achat de captifs sur les côtes africaines et la traversée, en direction des Antilles, qui dure donc plusieurs semaines. Les captifs, une fois arrivés, vont donc être vendus en tant qu'esclaves pour travailler dans les plantations des colonies françaises notamment. Et nous retrouvons Bernard Michon, avec qui nous allons poursuivre ce voyage. Bonjour. Bonjour Barbara. Rappelez-nous quelles sont les colonies françaises au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les colonies françaises qui vont nous concerner directement sont les colonies qui pratiquent l'économie de plantation. Ce sont des colonies situées dans l'espace antillais, donc Petites Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, Grandes Antilles, ce que l'on appelle Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Il faut penser également à la colonie continentale de la Guyane. Et enfin, n'oublions pas les îles de l'océan Indien qui sont sous domination française, l'île Bourbon, l'actuelle île de la Réunion, et entre 1715 et 1810, la France domine le territoire qui s'appelle l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice. Alors, nous, ce qui nous concerne, ça va être l'océan Atlantique. Quels sont les principaux ports d'arrivée des navires négriers dans les colonies françaises, et particulièrement de Nantes, s'il y en a ? Les navires nantais peuvent, en arrivant des côtes africaines, faire une escale dans les Petites Antilles, particulièrement du côté de Saint-Pierre de la Martinique, qui constitue un point généralement de relâche pour les navires qui pratiquent la traite. Ensuite, évidemment, au XVIIIe siècle, à partir des années 1730, c'est la grande île de Saint-Domingue qui est la principale destination pour les navires de traite des ports français et nantais en particulier. Les navires arrivent d'abord au nord de l'île de Saint-Domingue, au Cap français. Généralement, c'est une escale un peu obligée pour les navires, avant d'aller vers d'autres ports de Saint-Domingue, le Port-au-Prince, l'Écaille Saint-Louis et Léogane, situés au sud de l'île de Saint-Domingue. Donc plusieurs ports où les captifs vont pouvoir être vendus. Et nous allons d'ailleurs écouter un extrait du témoignage de Listré, un Nantais devenu avocat au Cap français à Saint-Domingue, publié et annoté par Gabriel Debien, qui va nous éclairer sur la vente des esclaves. Arrivés aux colonies, on faisait rafraîchir les nègres quelques jours avant de mouiller, en leur donnant d'autres nourritures comme du riz. On les faisait enduire d'huile pour flatter le coup d'œil et paraître plus frais. On annonçait ensuite et on publiait la vente pour un jour marqué. Ce jour, on l'ouvrait par quelques coups de canon et on continuait tous les matins à annoncer la vente de la même manière jusqu'à ce qu'elle fût achevée. Des canots au bord de la mer transportaient les habitants à bord où ils choisissaient et marquaient leurs nègres. On avait soin de ne pas tous les faire paraître. On en montrait sur le pont qu'une partie entremêlée de beaux et de plus défectueux. On faisait encore des tentes sur toute la longueur du bâtiment pour mettre à l'abri de la chaleur. Ces tentes, en donnant un jour plus sombre, servaient encore à cacher les défauts des nègres. On tâchait enfin de les faire tous passer, ou le plus qu'on pouvait, car il en restait toujours quelques-uns qu'on ne pouvait vendre, soit parce qu'ils étaient trop défectueux, malades, ou pour autre cause, et on appelait serait-ce qu'on vendait à quelques chirurgiens à très bas prix. Lorsque l'habitant avait choisi son nègre, ou ses nègres, car il y en avait qui en enlevaient des 10, 12, 20 et même 30 ou 40. Il passait avec ses nègres dans la grande chambre du navire où étaient le capitaine et le consignataire, c'est-à-dire le négociant auquel la cargaison était adressée et chargé d'en procurer la vente, qui était ordinairement l'affaire de 8 à 10 jours. Là, on convenait du prix et du mode de paiement, soit comptant en argent ou en denrées coloniales, à 3 mois, ce qui valait comptant pour charger le bâtiment, soit à plus long terme. Les nègres se vendaient de 2000 à 2500 livres coloniales, hommes ou femmes, pièces d'Inde. C'était à peu près le prix courant. Ils ont été quelquefois moins chers,
surtout si l'on payait comptant. On voit dans cet extrait que le capitaine se transforme en gérant de ce commerce. Généralement, le capitaine avait charge d'acheter les captifs le long de la côte africaine et de les vendre. Dans le cas présent, il est possible également que, arrivé aux îles, ce soit un consignataire, c'est-à-dire un commis du négociant métropolitain qui se charge de la vente au nom donc du négociant armateur propriétaire principal de la cargaison. Dans le texte, on dit les habitants qui montent à bord. Qui achetait les esclaves? Est-ce que ce sont tous les habitants? Est-ce que ce sont les planteurs? Alors, ce sont évidemment les habitants, c'est-à-dire les colons, ceux qui possèdent des habitations ou des plantations, hein, les deux termes peuvent être utilisés, qui achetaient des esclaves. Au XVIIIe siècle, dans les colonies françaises, les colons, les propriétaires des grandes plantations, ne sont généralement pas des propriétaires résidents. Ils ont recours à des commis qui vont gérer eux-mêmes, à des gérants qui vont s'occuper de leur plantation, eux vivant en métropole. L'achat des captifs se fait directement par les gestionnaires ou les planteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Généralement non, hein, le cas qui nous est décrit par Listré, hein, c'est-à-dire que la vente se fait par le capitaine auprès des colons qui pourraient avoir intérêt à acheter des captifs. Alors, le texte nous dit également que les personnes se vendaient de 2000 à 2500 livres coloniales. Qu'est-ce que ça représente à l'époque ? C'est une somme importante. La livre coloniale est la monnaie qui est en usage donc, dans les colonies françaises, et on distingue les livres coloniales de la livre tournois. Une livre tournois équivaut à peu près à une livre coloniale et demie. En l'occurrence, 2000 à 2500 livres coloniales équivalent à 1300 livres tournois. C'est une somme très importante. On peut donner quelques exemples de comparaison. Un capitaine de navire au cours d'un voyage de traite gagne autour de 200 livres par mois et un matelot peut gagner de 30 à 40 livres par mois. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le début du texte que l'on a passé. On parle de rafraîchir les nègres, de les enduire d'huile pour flatter le coup d'œil. Ça paraît très cru, dit comme ça. Ce qui est choquant pour les oreilles d'hommes et de femmes du XVIIIe siècle l'était évidemment beaucoup moins
pour Listré, qui est un homme de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, et qui décrivait un commerce qui était alors légal. C'est ce qui, je dirais, est le plus difficile et le plus effroyable à concevoir pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, c'est cette banalité du mal et la banalité à considérer, je dirais, des êtres humains comme de simples marchandises, comme du bétail. Oui, c'est exactement ça. Oui. D'ailleurs, il souligne, ils choisissaient et marquaient leurs nègres. Qu'est-ce que ça signifie, marquer ? C'était marqué au fer, tout simplement, pour bien montrer la propriété donc du maître dont ils dépendaient. Les esclaves ensuite partent avec leur maître dans les plantations. Pour terminer là-dessus, on parle dans le texte d'échanges de marchandises. Donc, ce sont les marchandises coloniales. Quelles sont-elles ? Alors, les esclaves sont généralement échangés contre leur valeur en marchandises coloniales. On voit qu'une tractation, je dirais, se met en place pour déterminer le prix et la valeur de ces esclaves. Si les planteurs sont prêts à payer comptant, c'est-à-dire en argent, je dirais que la valeur des captifs est moindre. En l'occurrence, la plupart du temps, les captifs sont payés en marchandises coloniales, d'abord le sucre, ensuite le café, le coton dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et pensez également à de l'indigo ou encore du cacao. Qu'est-ce que l'indigo ? L'indigo est une plante que l'on va utiliser pour teindre des textiles. Je voudrais ajouter également que l'équivalent de la vente d'une cargaison de captifs en marchandises coloniales ne peut être ramené en métropole par le seul navire négrier. Ça signifie que les armateurs vont devoir équiper un, voire deux autres navires qui vont effectuer une rotation en droiture entre la puissance européenne, entre le port européen et les Antilles. Merci pour ces précisions. Les captifs deviennent esclaves à leur achat par les planteurs. Leur vie est maintenant au sein des plantations, à récolter, cultiver et travailler au champ pour la majorité d'entre eux. Nous parlerons de tout ça dans une prochaine émission. En attendant, nous allons retourner au navire qui remplit ses cales, donc des marchandises coloniales, qui seront ensuite vendues en France. Nous parlerons de tout ça la semaine prochaine pour ce dernier voyage en direction de Nantes, qui clôturera ce que l'on nomme le voyage triangulaire. Chers auditeurs et auditrices, merci de nous suivre. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci Bernard Michon et à la semaine prochaine. Merci à vous. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages produite par l'association Les Anneaux de la Mémoire, présentée par Barbara Chiron, avec l'historien Bernard Michon, lecture des textes par Philippe Boucoin, à la technique José Pasquale.